Le système monétaire est basé sur deux espaces monétaires distincts et isolés. L'espace de la monnaie centrale et l'espace de la monnaie scripturale privée. La monnaie centrale, c'est la monnaie de l'État. La monnaie centrale sert aux banques et au trésor public pour se payer. La monnaie scripturale privée, ou monnaie secondaire, c'est la monnaie gérée par les banques commerciales privées. Les particuliers et les entreprises utilisent principalement cette monnaie. Quand un citoyen reçoit son salaire, c'est par transfert de monnaie scripturale privée. Sur son relevé de compte, il voit marqué euros, alors que ces euros n'existent pas. Le chiffre au crédit de son compte est une promesse de remboursement en euros. Or, si une banque fait faillite, elle ne peut plus honorer sa promesse vis-à-vis de ses clients. En France, les deux premières banques gèrent plus de la moitié des dépôts bancaires. Aucun gouvernement ne permettra à une grande banque de faire faillite, car des millions de citoyens et d'entreprises perdraient une partie de leur argent. Ce serait une catastrophe sociale que l'ensemble de la société devrait compenser par l'appauvrissement général de la population. Toute entreprise peut faire faillite si elle est mal gérée, même les plus importantes. Mais cette règle ne s'applique pas aux grandes banques. Les gouvernements les sauvent en taxant l'ensemble des citoyens si nécessaire. Voici ce qu'en pense Frédéric Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne. Frédéric Lordon, vous êtes plus radical ? J'en ai peur. C'est-à-dire, il me semble que derrière toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle qui est une question de principe. Alors je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009, parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. À propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse, et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale? Les gens le savent, alors ils sont un peu plus qu'échauffés, hein, je vous assure. On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Donc, si vous me passez l'expression, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver, pour une raison extrêmement simple, c'est que il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. C'est dans le cadre de cette hypothèse que je me situe. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça marche pas. Faire un chèque, ça marche pas. Une carte bleue, ça marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça vous mène pas loin. Hein. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un, et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. Oui, c'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent toutes ensemble. Ça pourrait se produire d'après vous, ça? Alors pour moi, Grèce, oui. si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé, par pouvoir public interposé, de venir au secours des banques, car si les banques calanchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème, c'est que de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Vitaux. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Je veux dire, si toutes les banques tombent, ceci s'évapore dans l'instant. Et c'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Hein. Ça va si une banque ou deux tombe. Si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. C'est quoi l'intégrité du système des paiements, c'est le fait que les banques
sont les teneurs de compte, qu'elles les mouvementent, qu'elles les débitent, qu'elles les créditent. Donc elles sont les les opératrices. garantissent. Elles les garantissent. C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires. La gestion des moyens de paiement. Et exactement. Bon, alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage pluriel et amoral, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on vous bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais. Donc, la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance, quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Bon. Je trouve que poser la question, c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion. Il faut envisager la déprivatisation intégrale du secteur bancaire. La nationalisation. Alors, la nationalisation... On constate que quand les dirigeants et actionnaires des grandes banques touchent des bénéfices, ceux-ci s'enrichissent. Mais quand les grandes banques sont en difficulté, ce sont les États, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, qui les sauvent. Cela résume l'adage désormais bien connu: les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Trois citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie, qu'ils appellent euro. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les trois citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 €, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 € de capital, plus 1 € d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 € à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois, la masse monétaire est de 30 €. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. À la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leur crédit. Le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 €. À l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 27 € en circulation. À l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 24 € en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. À l'issue du 11e mois, après une farouche concurrence entre les trois citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides, car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit: pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 €. À la fin du premier mois, le banquier prélève 1 € d'intérêt, qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du 10e mois seulement que les comptes des trois citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation, et pourtant il manque 3 € pour rembourser la totalité de leur crédit. Le banquier réunit les citoyens et leur dit: il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à zéro sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent,
bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête. Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leur crédit. L'argent est devenu le moteur de leur vie, et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet au banquier de ne rien produire. Il passe son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie puis à la détruire. Avec la monnaie qu'il fabrique, il achète ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôlent, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. La monnaie en circulation est créée par les banques contre intérêt lorsqu'elles accordent des crédits, et détruite lors du remboursement des crédits. Ce cycle monétaire garantit aux banques une rente perpétuelle. Les créanciers sont les banques et le secteur financier, et les débiteurs sont le reste du monde. Notre système économique n'est en rien libéral, puisque nous sommes dépendants des banques pour réaliser le moindre échange économique. Nous ne sommes pas libres de ne pas être endettés. La rareté de la monnaie organise la concurrence entre les individus, entre les entreprises, entre les nations. Les banques créent la monnaie en fonction de leurs propres intérêts et non en fonction de l'intérêt général. Les conflits armés sont plus lucratifs que la diplomatie. La concurrence, plus dépensière que la coopération. La spéculation plus rentable que le social. Si les banques pouvaient nous vendre l'air que l'on respire, elles le feraient. Pour certains philosophes des siècles passés, voici l'ordre naturel des choses. Le divin représente l'ordre supérieur. L'ordre moral est guidé par le divin, par le sacré. L'ordre politique est guidé, lui, par la morale. Et la finance, elle, est au service de l'ordre politique. Mais si la monnaie n'est plus le reflet des échanges économiques de ceux qui créent les richesses réelles, mais le moyen par lequel ces richesses réelles sont échangées, l'argent devient le maître du monde. Une inversion des ordres s'opère. Le divin est remplacé par l'argent. N'a de valeur que ce qui a un prix. Les marchés font office de morale. Rien ne doit enfreindre les lois du marché, bénéfiques pour l'humanité.
La finance est au service des marchés. Les financiers sont les nouveaux prophètes, ils défendent l'immanente main invisible. La politique et l'État sont au service de la finance, car ils en sont dépendants. Ils sont forcés de défendre les intérêts de la finance au détriment de ceux des peuples. Frédéric Bastiat, économiste politique au XIXe siècle, disait ceci. Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appellent gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Le problème est là, c'est que l'écologie est minorée par ignorance. Et le problème aujourd'hui, c'est comment faire que l'on prenne conscience de cette problématique gravissime
qui est en fait la problématique la plus importante qui concerne la survie de tous. Donc voilà, alors il y a cette défaillance qui occulte les problèmes les plus importants et qui met le superflu, donne beaucoup plus d'importance au superflu qu'à ce qui est indispensable. Et ça, c'est l'ensemble du système social qui est comme ça, dans l'ignorance ou voire même le mépris, voire une distance par rapport à ces questions qui sont les questions indispensables à la suite de l'histoire. Is from the Icelandic president, who's standing alongside me, Olafur Ragnar Grimsson. Mr. President, why are you such a beacon of hope? Why has Iceland survived where Europe has failed? What are you doing differently? I think it surprises a lot of people that 4 years ago we were exhibit number one of a failed financial system. But now we are back on recovery with economic growth and very little unemployment. And I think the primary reason is that we were wise enough to realize this was also a fundamental social and political crisis. But above all, we didn't follow the traditional prevailing orthodoxies of the Western world in the last 30 years. We introduced currency controls, we let the banks fail, we provided support for the poor, we didn't introduce austerity measures of the scale you're seeing here in Europe. And the end result, 4 years later, is that Iceland is enjoying progress and recovery very different from the other European countries that suffered from the financial crisis. But with your policy of letting the banks fail, would that have worked for the rest of Europe? I think so, because as I'm often asked people, why do they consider the banks to be the holy churches of the modern economy? Why are private banks, not like airlines and telecommunication companies, allowed to go bankrupt if they have been conducted in an irresponsible way? The theory that you have to bail out banks is a theory about bankers enjoying for their own profit the success and then letting ordinary people bear the failure through taxes and austerity. And people in enlightened democracies are not going to accept that in the long run. It wouldn't work for the UK with their reliance on the financial sector, though, would it? Well, this is an interesting question, because one thing we learned after the collapse of the banks in Iceland, that the Icelandic banks, like the British and the Americans and other banks, have in fact become high-tech companies, hiring engineers, mathematicians, computer scientists. And when they failed, the innovative sectors of our economy, the IT sector, the high-tech sector, in fact blossomed and have been doing much better in the last 3 years than ever before. So the lesson of that is that if you want your economy to be competitive in the innovative sector of the 21st century, a strong financial sector that takes the talent from these sectors, even a successful financial sector, is in fact bad news if you want your economy to be competitive in the areas which really are the 21st century areas: innovation, technology, IT. President Grimsson, thank you. Dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ce que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Tous les mouvements progressistes, sociaux ou alternatifs, quelle que soit leur forme, associations, partis politiques, ONG, et quelle que soit leur cause, devraient faire la promotion de 3 changements décisifs pour le monde de demain. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident de ce qui mérite d'être ou de ne pas être financé en fonction de leurs propres intérêts,
Le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possible. Deuxième point. La création monétaire par le crédit à intérêt et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits forment un système pyramidal obligeant l'humanité à détruire la planète pour le seul profit de la finance. Nous devons mettre en place un système monétaire permettant d'adapter notre niveau de vie aux ressources de la planète et garantir ainsi un environnement viable aux générations futures. Troisième point, instaurer un système politique réellement démocratique. Seule une véritable démocratie permettra de garantir que les deux premiers points sont durablement défendus. Contrairement à ce que les élites veulent nous faire croire, des peuples éclairés sont tout à fait à même d'établir une politique qui défend leurs propres intérêts et les intérêts des générations futures. Ces trois points sont intimement liés. Sans une monnaie réellement publique, le lobby bancaire aura toujours la capacité de faire plier les gouvernements et changer les institutions. Un régime réellement démocratique, où c'est le peuple qui vote lui-même les lois, permet à la nation de s'opposer à toute privatisation de la monnaie et est la garante du maintien de la finance au service de l'intérêt général. Une création monétaire publique et l'instauration d'une véritable démocratie sont indissociables, car l'un est le garant de l'autre.